Évidemment que la mort physique, c'est quelque chose qui est au-dessus de notre tête en permanence, mais dans le quotidien, ce qui va revenir souvent finalement, c'est que même derrière la peur de ne pas être légitime, la peur de ne pas plaire, la peur d'être jugé, la peur de rester seul, la peur de ne pas être compris, derrière il y a toujours la peur de ne pas être aimé. Donc j'ai décortiqué ces 21 peurs qui finalement pourraient se résumer à la peur de ne pas être aimé. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, on va parler de la peur aujourd'hui, mais de la peur d'aimer, on verra ça. Patrick Soulaï est avec nous, bonjour. Hola Patrick. Hola Philippe, hola tout le monde. Formateur en process communication, spéciale dédicace à votre maman, comme c'est la tradition dans cette émission. Toujours, et bientôt maman, je pourrais venir manger le mafé à la maison, t'inquiète pas, on arrive. Notre invité aujourd'hui s'appelle Angelo Follet, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est votre vrai nom ou c'est un pseudo ? Non, c'est mon vrai prénom. Vous voyez Patrick ? Follet, c'est... Follet, c'est comme Axel Follet, le flic de Beverly Hills. Ouais. Je préfère anticiper parce qu'en général, ça sort à un moment donné. Bah non, Patrick il disait c'est trop bien comme nom pour que ce soit vrai. Ouais, c'est stylé. Bah voilà. Mais c'est vrai qu'on me l'a souvent demandé. Ouais. Bon. Angelo Follet, vous accompagnez des femmes et des hommes en psychothérapie avec une approche transpersonnelle et transgénérationnelle. Ouais. C'est votre histoire perso qui vous a amené à la psychogénéalogie ? Ouais, mon histoire de famille, l'histoire de l'immigration, l'histoire de la survie, l'histoire de l'intégration, l'histoire de ce qui se répète de génération en génération, et dont les peurs, le stress qui peut être communiqué, même maintenant on peut le constater scientifiquement, génétiquement, quoi. Ouais. Donc, ouais. La psychogénéalogie, c'est justement cette transmission des peurs de génération en génération. C'est la transmission de tout, de génération en génération, mais pour qu'il y ait transgénérationnel, faut quand même aller jusqu'à la 4e génération. Sinon, ça reste familial, on va dire. Ça reste le noyau des parents et des grands-parents. Mmh. Pour qu'il y ait quelque chose qui soit transgénérationnel, il faut au moins qu'il y ait quelque chose qui se soit passé au niveau des arrière-grands-parents, ou au-dessus. En 2018, vous créez le compte Instagram et le podcast Balance ta peur. Oui. Pourquoi vous intéressez aux peurs comme ça ? Parce que j'ai eu plein de peurs toute ma vie. Et que le travail, en tout cas l'exploration qui m'a le plus permis de me libérer de ce stress, de certaines croyances, de certaines perceptions du monde qui me bloquaient dans mon quotidien, a été la première couche qui est celle des peurs. Et c'est aussi un sujet qui est très très souvent abordé sur les réseaux, dans les médias, etc. On va beaucoup nommer la peur. Mais j'ai pu constater, en tout cas à mon échelle, il y a 2 ans, que personne ne s'arrêtait dessus. C'est-à-dire qu'on en parle, on le nomme, mais il n'y a personne qui dit attends, la peur, ok, on va peut-être aller voir ce que c'est d'abord ce truc-là. Et voilà, réaliser que c'était peut-être à la source de quand même beaucoup de conflits en soi-même, et puis avec les autres. Et puis, Et pourquoi balancer pourquoi c'est le bon mot balancer finalement par rapport à déjà complètement gratuit, c'était à l'époque où il y avait eu Balance ton porc, donc moi ça me faisait marrer. Et, pour rendre à César ce qui est à César, c'est un ami qui me l'a soufflé ce nom. Et puis balancer parce que la première étape, je crois, c'est de la nommer et de la faire la reconnaître soi-même et la faire reconnaître aux autres. Donc balancer, c'est aussi avouer quelque part, s'avouer à soi-même et avouer aux autres. Et puis balancer, c'est aussi peut-être à terme les mettre à la poubelle, quoi. Et vous publiez Les 21 peurs qui empêchent d'aimer aux éditions Albin Michel. C'est le livre du compte Instagram ? C'est pas le livre du compte Instagram, c'est pour ça qu'on l'a pas appelé Balance ta peur, le livre d'ailleurs. On a décidé avec Olivier, donc mon éditeur chez Albin Michel, de l'orienter vraiment sur les relations et de regrouper 21 peurs qui revenaient le plus souvent et qui s'inscrivent vraiment dans la relation. Mais la plupart des peurs s'inscrivent dans la relation de nous à notre environnement ou de nous à l'autre. Donc, d'où le sujet. Donc vous vous êtes rendu compte que la grande peur n'est pas celle de mourir, comme on pourrait l'imaginer, c'est celle de ne pas être aimé ou de pouvoir aimer. C'est ce qui remonte le plus, c'est-à-dire que évidemment que la mort, je dirais la mort physique déjà, c'est quelque chose qui est au-dessus de notre tête en permanence, peut-être même encore plus aujourd'hui. Mais dans le quotidien,
ce qui va revenir souvent finalement, c'est que même derrière la peur de ne pas être légitime, la peur de ne pas plaire, la peur d'être jugé, la peur de rester seul, la peur de ne pas être compris, voilà, des peurs comme ça. Derrière, il y a toujours la peur de ne pas être aimé, en fait. Mmh. Donc j'ai décortiqué ces 21 peurs qui finalement pourraient se résumer à la peur de ne pas être aimé. Ouais. Ou la peur de vivre l'amour. Ou la peur de vivre l'amour, ouais. Alors qu'est-ce que c'est que la peur ? La peur, elle a plusieurs couches. La première couche, c'est une couche qui est beaucoup plus, physique, neurologique. C'est un instinct de survie. C'est ce qui fait qu'on ne traverse pas la route n'importe comment. C'est un réflexe, en fait. Et cet instinct de survie, il est là pour nous mettre en sécurité, à l'abri par rapport à un danger immédiat concret. Concrètement, si on est menacé de mourir ou de souffrir ou d'être en danger. Ce qui est rarement le cas dans notre quotidien. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une première couche qui est cet instinct de survie qui, lui, est nécessaire. Sinon, on ne pourrait pas... Il y a un lion qui arrive qui arrive dans le studio là maintenant. Exactement. On va peut-être détaler. Mais du coup, le fait de Non, détaler... Patrick. Non, moi j'assume. Je lui fais un câlin au lion. Le lion, ouais, là, ça dépend. C'est vrai que ça dépend. Ça va, On merci. peut lui faire un câlin. Mais c'est vrai que s'il y a un lion qui arrive en plein milieu de la balade en forêt ou dans le studio, le réflexe va être tellement rapide que nous allons nous mettre en mouvement et que nous allons prendre une décision rapide pour nous mettre à l'abri. Donc, si vous voulez, le problème, il se règle assez facilement, il se résout assez vite. Les peurs dont on parle là dans le livre et dont on parle sur le conte, ce qu'on appelle les peurs psychologiques. C'est-à-dire que la peur, à partir du moment où elle commence à raconter une histoire, et donc à partir du moment où elle devient une émotion, à ce moment-là, c'est plus un réflexe. Et le problème, c'est que comme l'histoire commence à se raconter alors même qu'il n'y a pas forcément de danger immédiat, le stress qui est généré pour nous mettre à l'abri d'habitude et qui dure quelques secondes, là, il dure parfois des années. Et ça devient du stress chronique, et ça devient des maladies chroniques, etc. Alors, on le voit avec le coronavirus d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de papiers et de prises de parole sur la façon dont les politiques orientent leur discours plutôt sur la peur. Avec une instrumentalisation de la peur, par exemple. Mais c'est un super instrument de manipulation, la peur. Hein. C'est comme ça qu'il y a eu toutes les grandes drames sociétaux, politiques de notre histoire, de l'histoire de l'humanité. C'est parce qu'il y a la manipulation à travers la peur que effectivement l'être qui est en face et avec qui on a ce discours-là, il se met en survie et donc il va espérer compter sur vous, ou sur une politique ou sur une démarche pour survivre, quoi. Donc, est-ce que c'est pas aussi parce que là tu dis que c'est un outil d'instrumentalisation de manipulation, mais du coup est-ce que c'est pas aussi un outil tout court de la vie quotidienne en fait, parce que ça soit au niveau des injonctions parentales, au niveau des rapports, même des relations, est-ce que il n'y a pas ça qui est sous-jacent en fait? Tu parles de relations parentales. A priori, quand on dit à un enfant attention, si tu fais pas ça, t'es puni ou je vais te mettre une fessée, on est bien en train d'utiliser la peur comme manipulation. Et donc le fait que potentiellement l'enfant ne sera pas aimé s'il fait pas ce qu'on lui dit. Ouais. Donc on en revient un petit peu à cette histoire de peur et d'amour. Ça fait partie de notre quotidien. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour être manipulé par la peur, faut accepter d'avoir été manipulé par la peur. C'est là où on a du pouvoir. Dans le but de l'expérimenter ? Dans le but de ne pas tomber dans la manipulation. C'est-à-dire que on pourrait dire que le climat actuel est anxiogène, par exemple, avec la façon dont est communiqué le Covid et la crise sanitaire. Donc on pourrait dire que c'est anxiogène, mais au final, je peux aussi me dire que ce qu'on me dit là, c'est pas forcément la vérité, c'est pas forcément ce en quoi je crois. Et que je peux ne pas me faire manipuler, avoir un certain recul et peut-être décider de faire des choses un peu différemment. Donc il y a du pouvoir quand il y a de la peur, c'est qu'il y a du pouvoir, mais il y a du pouvoir des deux côtés, de celui qui manipule et de aussi celui qui est manipulé. Donc il faut accepter de ne pas être manipulable. Déjà, il faut accepter d'avoir accepté d'être manipulé. C'est un bon début déjà. Alors,
vous êtes rare à le dire, et peu nombreux à le dire, mais vous dites que nous n'avons pas peur d'échouer. Ah non. Vous dites, on n'a pas peur d'échouer, nous avons peur de changer. Oui. Enfin, je dis non, on n'a pas peur d'échouer. Il y a pas la peur de l'échec, en fait. Tout le monde dit qu'en ce moment, les gens n'entreprennent pas parce qu'ils ont peur de l'échec. Ouais. Mais si ils ont peur de l'échec, c'est parce qu'il y a un autre endroit dans lequel il peut y avoir un bénéfice à ce que ça n'aille pas au bout, à ce que ça ne se fasse pas, à ce que la situation se maintienne. Un exemple tout bête, j'avais à un moment donné un patient qui était à Nantes et qui avait très très envie de faire les Beaux-Arts après le bac. Et donc il voulait faire les Beaux-Arts à Paris. C'était un vrai projet, c'était une vraie passion. Et 2 années de suite, il a raté son bac, alors que toute l'année, il avait des bonnes notes. Et à un moment donné, où il a compris que finalement, quitter Nantes, quitter sa famille, quitter ses proches, quitter ses amis, quitter sa petite copine de l'époque, pour aller faire les Beaux-Arts à Paris, ça pourrait avoir plus d'impact pour lui et ça pourrait le faire plus souffrir que si effectivement il avait son bac et qu'il avait son passeport pour les Beaux-Arts. Donc c'est pas toujours négatif. Finalement. D'accord avec ça, Patrick ? Oui, je suis d'accord. Sur la peur de l'échec. Sur la peur de l'échec, je pense que c'est... Non, la vérité, c'est que je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord. Je vous demande. Ouais, non, j'étais en train de réfléchir. Ouais, non, parce que là, si je vous laisse laisser passer ça... Non, c'est vrai. Non, je suis pas tout à fait d'accord, puisque en fait, la peur de l'échec, je pense qu'elle c'est un premier step pour le changement, en fait. Et donc, ce que je pense n'est pas forcément en contradiction avec ce que tu dis, mais je pense que la peur de l'échec est le premier step pour le changement. Et c'est comme si, en fait, on avait une porte en face de nous, et on dit, là, c'est l'échec, et tu sais ce qui va se passer après. Donc, le changement. Et en fait, on a peur de cette projection. Et ce que moi, j'aime à dire, c'est que on a aussi des besoins psychologiques négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? C'est que échouer, pouvoir dire qu'on échoue, c'est aussi avoir la possibilité de se faire plaindre. Et quelque part, on aime bien ça. D'où le bénéfice. Et exactement, d'où le bénéfice négatif du besoin, en fait. Finalement, il est d'accord. Ouais. Bon, oui, ouais. Je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord sur la manière de le dire. Eh ben, je suis d'accord avec ta manière de le dire. La peur de l'échec. Se faire plaindre, parfois, ça a du bon. Ouais. Comme les enfants qui feintent la maladie ou la petite grippe ou le petit rhume pour rester à la maison. On fait tout ça, finalement. Bénéfice secondaire. Bénéfice secondaire, mais qui finalement est prioritaire, puisque c'est celui qui passe en premier. Angelo, on ne peut pas vous mettre dans un moule. Hein. Vous n'avez pas un... Vous pouvez essayer. Non, c'est compliqué. Vous mettre dans un moule, puisque finalement vous avez un parcours complètement atypique. Apparemment, c'est ce que beaucoup de personnes disent, atypique. Après, vous dites quoi ? Moi, j'ai vraiment l'impression, et il y a vraiment des approches en thérapie qui parlent beaucoup de l'esthétique de la thérapie. Et pour moi, ce qui se passe dans la créativité et l'art, c'est aussi ce qui se passe en thérapie. Et inversement, beaucoup de pratiques artistiques peuvent être thérapeutiques. Donc, moi, j'ai toujours l'impression de faire le même boulot, en fait. Que je sois en studio, ou que je sois sur scène, ou que je sois dans un cabinet, ou en retraite, je fais toujours la même chose, en fait. Comment est-ce que vous avez fait le deuil de votre carrière d'artiste sur le devant de la scène ? Parce que pendant longtemps, vous vous êtes vu en leader de groupe adulé. Bah oui. En fait, il y a un truc qui m'a aidé, c'est que de passer du devant de la scène à l'arrière du studio, en cachette, finalement, ça a ouvert beaucoup plus de voies pour moi. Et donc, je voyais que je dépensais beaucoup d'énergie à essayer d'être sur le devant de la scène, et que finalement, quand j'étais en studio à faire mes petits trucs que je faisais déjà dans ma chambre quand j'étais plus jeune, ça parlait à d'autres gens, et les gens venaient, les artistes venaient pour travailler avec moi. Donc, heureusement, ça a marché à cet endroit-là, et du coup, c'est devenu effectivement une de mes activités. Ouais. Mais la partie du thérapeute, c'est la partie qui est peut-être la plus reconnue dans la rue aujourd'hui. Bah oui, c'est-à-dire que des fois je me balade c'était quand, l'année dernière ou l'année d'avant, j'étais au Festival des Francopholies en tant que DA et en tant qu'intervenant.
Et donc il y a plein de gens évidemment pendant le festival, etc. Et puis là je prends un Vélib et il y a une nana qui vient et qui me dit ah mais c'est vous Angelo Follet. Et je me dis elle va me parler de musique quoi. Et non, elle me disait ah bah oui balance ta peur. Je dis ah bah oui voilà c'est ça. Donc oui c'est marrant que Voilà, finalement c'est le leader de groupe, il est maintenant sur les réseaux sociaux. Bah, c'est ça ma façon d'être sur le devant de la scène, c'est peut-être effectivement ces prises de parole en public aujourd'hui. Bon, alors vous avez sélectionné 21 peurs existentielles qui se dressent entre nous et l'amour. Quelle est la peur la plus répandue ? La plus répandue. En tout cas, celle qui se manifeste le plus sur les posts qu'on vous envoie. Vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est en lien avec l'autre et c'est cette idée de ne pas être accepté, intégré, à terme aimé par l'autre. Donc il y a vraiment cette idée d'être aimé par l'autre, la peur de ne pas être aimé par l'autre qui peut se manifester par la peur de ne pas plaire, la peur de ne pas être légitime, la peur de ne pas faire assez bien, la peur d'être insuffisant, la peur d'être seul. Voilà. Alors on va en prendre une par exemple qu'on entend souvent, c'est la peur de ne pas être aimé comme on est. Ouais. Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur et qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ce serait pas la plus grande peur finalement ? La grosse difficulté de l'être humain, c'est qu'il a deux besoins fondamentaux. C'est exister en tant qu'individu à part entière, pour se reconnaître, pour avoir une identité, pour savoir qui il est éventuellement, et en même temps être en lien avec une communauté, une société, un groupe, une famille. Ce qui est difficile, c'est que quand on est dans un groupe ou dans une famille, il y a l'éventualité qu'on se noie dans la masse, qu'on n'émerge pas de ce groupe et qu'on fasse juste partie d'un tout. Et donc là, on disparaît individuellement. Et inversement, quand on cherche à trop affirmer son individualité, son identité, on prend le risque d'être coupé du lien et de finalement être tellement différent et original que finalement personne ne se reconnaît en nous, personne ne s'identifie en nous, personne ne fait lien ou relation avec nous. Et dans ce cas-là, on est seul et isolé. Donc la grosse difficulté pour nous en tant qu'être humain, c'est comment je peux être moi avec l'autre en fait. Et c'est pour ça que la peur de ne pas être aimé est celle qui émerge le plus. Ouais. Et c'est parce qu'on n'aime pas toutes les parties de soi-même qu'on demande à l'autre de le faire à sa place. Ouais. La plupart du temps, oui. La plupart du temps, en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que la plupart du temps, on va demander à l'autre de faire pas mal de notre taf à nous. En fait. Sauf que en fait, dans la relation, c'est pas tant à l'autre de reconnaître des parts de nous qu'on a du mal à accepter nous-mêmes, mais c'est plus que la relation, elle va servir d'espace pour s'aimer soi-même et intégrer des parts de soi difficiles à digérer, difficiles à accepter. On peut prendre un exemple à travers l'autre. Est-ce que vous avez vous voyez, la plupart du temps, l'exemple qui ressort souvent, c'est un truc qui peut se dire, c'est le fait que quand on reproche quelque chose à quelqu'un, c'est souvent quelque chose qu'on n'accepte pas, qu'on a soi-même en nous. C'est pas de la psychologie de comptoir, hein. Non, au fond, c'est vrai. On est d'accord. Au fond, c'est vrai. C'est notre part d'ombre, comme disait Jung, ou voilà, c'est les facettes qu'on a du mal à voir chez nous. Donc, comme on a du mal à les voir chez nous, on va inconsciemment les projeter sur l'autre, ou choisir des personnes qui vont nous montrer ça, nous mettre en réaction émotionnelle, nous dire ah putain même ça m'insupporte chez lui, voilà vraiment. Et moi si ça arrive en cabinet, la première question que je vais poser c'est est-ce que ça vous arrive aussi d'être insupportable, de faire des reproches, d'être égoïste, voilà, des parts un petit peu comme ça difficiles à prendre. Et c'est que en intégrant finalement ces parts assez insupportables chez nous que du coup on peut se développer parce que forcément dans une situation particulière cette facette-là, elle peut servir. En fait, le problème, c'est ça, c'est qu'on va dire que l'égoïsme, par exemple, c'est négatif. Mais parfois, c'est bon quand on dit faut prendre soin de soi, c'est bien quelque chose de très narcissique au départ. Est-ce que prendre soin de ça, c'est de l'égoïsme ? C'est une grande question, mais en tout cas, c'est tourner vers soi. Donc, il y a des fois où, en fait, ces parts d'ombre, ces parts négatives qu'on va juger comme négatives, finalement, en fonction du contexte, elles ont un intérêt, quoi. Et en fait, c'est souvent ça qui est dans le piège dans lequel on tombe, c'est que on va catégoriser. Ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Alors qu'en fait, chaque chose est neutre, mais en fonction du contexte et de la situation, ça peut être utile d'être égoïste, ça peut être utile d'être violent. Si je suis en train de me faire tabasser dans la rue, c'est utile d'être violent.
Par contre, si je suis avec ma femme, c'est inutile d'être violent. Mais en fonction du contexte, une facette peut avoir une fonction plus qu'une autre. Mais du coup, est-ce que l'idée, ce serait pas par exemple, dans ton livre ou même dans l'expression collective, d'enlever des mots comme meilleur, des mots comme échec, ou des mots comme néfaste, ou des mots parce que tu l'expliques très bien, c'est que en vérité, tout ce qu'on a en nous sert à un moment donné. Et on n'a pas à s'en vouloir d'être qui on est. Et aujourd'hui, que ce soit bon ou pas bon, d'ailleurs. Que ce soit bon ou pas bon, exactement. Surtout que ce soit pas bon, parce que quand c'est bon, c'est bon. On est ok avec ça. Mais c'est surtout quand c'est pas bon, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est que si on a mis des choses soi-disant négatives, c'est parce qu'à un moment donné, on en a eu besoin pour nous construire. Complètement. Et donc, peut-être que lorsqu'on est adulte, parce qu'on met ça en place enfant, lorsqu'on est adulte, l'idée c'est ok, je suis comme ça, comment je peux m'en servir, à quel endroit je peux m'en servir pour avancer. Et lorsqu'on est en relation de couple, après la phase où tout le monde s'aime, et voilà, lorsqu'on commence à avoir des caleçons fouets, tu vois. Ça, j'en avais dès le départ. Ok, d'accord. Et l'idée, c'est aussi de ne pas se cacher et de dire, ok, je suis comme ça dans ces moments-là. Ouais. Et pas avoir peur de ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une idée aussi d'éducation au niveau du langage ? Je trouve ça hyper intéressant, le langage, parce que c'est vraiment un sujet sur lequel j'essaie d'être le plus exigeant possible, parce que effectivement, le mot, c'est ce qui va créer la réalité. C'est ce qui va créer la perception. Et je sais pas s'il faudrait enlever des mots ou dire moins certains mots. Par contre, je pense que ça peut être intéressant de les recontextualiser, de préciser. En fait, le truc qui nous fait chier le plus et qui nous tue au quotidien, c'est de faire des généralités. Exactement. Tu vois, c'est de dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. Non, ça c'est bon dans un certain cas, ça c'est bon dans un autre cas, et ça c'est bon dans un autre cas. C'est mauvais dans tel cas, dans tel cas, dans tel cas. Donc contextualiser, préciser, pour moi, c'est essentiel. Il y a des fois des femmes en séance qui me disent voilà, moi j'ai peur des hommes. Ok, donc peut-être il y a eu abus, il y a eu quelque chose, une relation abusive, etc. ou autre chose. Et moi la première question c'est mais vous avez peur de moi ? Elle me dit non. Je dis déjà vous n'avez pas peur de tous les hommes. Et en fait c'est ce langage là, c'est une narration en fait. Les jamais, les toujours. Ouais, c'est ça. Donc il y a effectivement peut-être une éducation collective à faire au niveau de quels mots on utilise et comment on recontextualise les choses. Ça, c'est hyper important. Et puis après, il ne faut pas oublier que ce qui est intéressant dans tout ce qui va être développement personnel, évolution, l'idée de grandir en soi, c'est de passer du fait que l'adulte est la marionnette de l'enfant jusqu'à un certain temps et qu'il ne fait que faire ce que l'enfant a envie dedans, mais avec le corps de l'adulte et les capacités de l'adulte, à justement une espèce de collaboration plus saine, plus équilibrée entre qui décide quoi, quand, à quel moment, quoi. D'accord. Et vous avez quitté votre adolescence il y a combien de temps ? Il y a longtemps malheureusement, et du coup je suis dans une phase de ma vie où je suis en train de retrouver ça. Vous avez un retour de bâton ? Ouais. Moi j'ai voulu devenir adulte trop tôt et ça a été le cas. Je me suis responsabilisé très très vite parce que ça a été une nécessité dans mon histoire aussi, d'être sérieux, d'être légitime, de faire des études, de lire, d'avoir des bonnes notes, d'être le premier, faire plaisir à maman. Voilà. Et d'un autre côté, je sabotais tout parce que j'allais pas forcément aux examens, j'allais pas forcément aux soutenances, etc. Ah, c'est vous le Nantais ? Oui, c'est moi. Je me suis dans mon cabinet. donc oui, bien sûr que c'est pas linéaire. Il y a des retours à faire, il y a des phases, il y a des cycles, quoi. Alors la peur de passer à côté de sa vie, on nous fait souvent croire que il faut toujours aller de l'avant. Ouais. Vrai ou pas vrai ? Qu'on nous fait croire ? Ouais. Est-ce qu'il faut toujours aller vers l'avant ? Je crois pas en fait. Enfin, déjà, honnêtement, je sais pas trop ce que ça veut dire aller de l'avant. Si c'est la notion du temps qui passe, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui ait trouvé la solution pour revenir en arrière, en tout cas, ou sortir du temps. Mais par contre, effectivement, aller de l'avant, il y a beaucoup de partages et de témoignages sur j'ai du mal à avancer, j'arrive pas à avancer, etc. Moi, je pense que c'est encore une question de vocabulaire.
C'est-à-dire que peut-être qu'il y a autre chose derrière avancer, j'arrive pas à m'épanouir à tel endroit, dans tel contexte. Aujourd'hui, ok, bah là déjà c'est un peu plus précis. Et du coup on enlève cette idée de pas avancer. On se dit, ah tiens, c'est quoi l'étape d'après ? Quelle page je peux faire en plus pour accomplir la tâche, etc. Mais je crois pas qu'il faille avancer, je crois qu'on est déjà arrivé en fait. Il y a toute une théorie comme ça sur l'idée qu'on est déjà au paradis et qu'on en a fait de la merde. Mais c'est intéressant de se dire ça. Tiens, bah oui, effectivement, peut-être qu'on est incapable de rien faire, quoi. Est-ce qu'on peut ne pas agir et ne pas avoir d'avis sur les choses ? Moi, j'ai l'impression que ce contexte, il nous invite aussi à ça, de temps en temps, à nous dire, ah tiens, et si Vous voyez bien, d'ailleurs, le premier confinement, il y avait eu pas mal d'articles là-dessus sur la nature qui reprenait ses droits. On voyait les choses, les fleurs poussaient plus, on voyait moins de pollution, on voyait beaucoup plus de silence dans les villes, etc., beaucoup plus de calme, moins de stress. Bah oui, mais parce qu'en fait, on a arrêté, quoi. On s'est arrêté un instant, et voilà. Donc, je dis pas qu'il faut s'arrêter, parce que ça peut être la mort aussi. En revanche, je suis pas sûr qu'il faille avancer. Moi, j'ai la perspective des cycles, donc en fait, il y a des choses qui se répètent, et puis qui évoluent au fur et à mesure, mais c'est pas une ligne droite, quoi. Et c'est marrant parce qu'il faudrait avancer, mais sauf que personne veut mourir. Donc si t'avances vraiment, au bout c'est la fin, quoi. Là, il y a une punchline, Philippe. Hein. On connaît le début, on connaît la fin, moi je te le dis. Hein. C'est très bien. Oui, je comprends pas pourquoi tout le monde veut avancer. Si tu veux avancer, vas-y. Mais... Ouais. Allez, on parle des 21 peurs qui empêchent d'aimer ce matin, avec notre invité Angelo Follet qui en a listé 21, mais il y en a peut-être plus d'ailleurs. Hein. Le livre vient de sortir aux éditions Albin Michel. Ce qui est intéressant, c'est de s'en libérer de ces peurs. Et c'est ça aussi que vous proposez. Oui, c'est vrai que souvent, on en parlait tout à l'heure, dans beaucoup d'ouvrages, en tout cas de développement personnel, pas forcément de psychologie, parce que c'est un autre domaine, mais il y a beaucoup de choses qui nous suggèrent de faire les choses mieux, ou de faire plus de choses, ou déjà de faire. Donc... moi, je suis vraiment dans une idée non pas de régression, mais de revenir petit à petit à retirer ces couches, quoi. D'arriver petit à petit à retirer ces voiles qui nous séparent des autres aussi, notamment. C'est pour ça que ce livre parle aussi d'amour. C'est pas tant l'accumulation, mais plutôt l'inverse, quoi. C'est plutôt qu'est-ce qu'on peut retirer encore et encore. Et c'est marrant parce que dans la musique, moi j'ai aussi cette façon de voir les choses, c'est-à-dire que quand on finit un morceau, on l'écoute après en se demandant qu'est-ce qu'on peut encore retirer, quoi. C'est du minimalisme ? Qu'est-ce qui est superflu, en fait. Il y a une forme de minimalisme, après c'est pas non plus de l'ascétisme, faut pas en venir à, effectivement, la suggestion c'est pas de devenir, comme l'avait dit Charlie Hebdo, une espèce d'ascète ou un moine bouddhiste, mais c'est peut-être effectivement de retirer ces voiles, et notamment les peurs qui finalement forment comme des remparts en fait entre nous. Mais du coup ce serait enlevé dans le but d'une recherche d'authenticité. Je pense qu'il y a une forme d'authenticité, mais j'aimerais pas qu'on croie que dans authenticité, il y a quelque chose qui est figé. Ouais. Souvent, dans les questions qui suis-je, la quête de soi, moi ça me pose toujours question parce que je me dis, donc ça voudrait dire que en fait, quand je suis dans la quête de soi, il y a un mec en moi qui est là depuis le début, qui est figé, qui a ses critères, qui a son propre fonctionnement, etc., que je vois pas. Et qui est là. Alors qu'en fait, je crois qu'on est en permanence en train de se réaliser. Et que l'authenticité, finalement, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas quelque chose de fixe. Mais l'authenticité, c'est finalement... c'est une photographie à un moment donné. Ouais, mais même la photo, en fait, elle est déjà passée. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'authenticité, c'est peut-être juste de revenir à l'ici et maintenant, dans une situation... et de laisser dérouler, de laisser se développer la situation, les facettes qui sont là, les facettes qui peuvent émerger, etc. C'est pas un truc qu'on fait d'être authentique. En général, les personnes qui disent que je suis authentique, faut se méfier. Ouais. C'est comme les gens qui disent t'inquiète pas, il faut t'inquiéter. Ouais. C'est pareil, ils font partie de la même famille. Exactement.
Je te rassure. Alors une autre peur, la peur de faire mal, ou quand je cherche à être une bonne personne. Ça, c'est un sujet pour vous, Patrick. Ouais, j'adore ces Vous aimez le sujet de la bonne personne. Hein? Est-ce qu'on peut prendre le risque de ne pas être une bonne personne? C'est à moi que vous posez la question. Si vous voulez. Ouais. Je vous dirai ce que j'en pense. Ouais. Je te Est-ce dirai. qu'on peut prendre le risque de pas être une bonne personne? Je crois que c'est un peu l'autre côté de la pièce de la peur de pas être aimé finalement. C'est pour dépasser la peur de pas être aimé, pour la traverser, pour s'en libérer, faut faire l'inverse, c'est-à-dire prendre le risque de pas être vu ou de pas être vu par l'autre éventuellement. De la façon dont on s'y attend. C'est toujours une question de regard de l'autre en fait sur nous, quoi. Donc chercher à être une bonne personne, moi ça me paraît un concept et un projet extrêmement complexe, voire impossible. C'est comme chercher à être parfait finalement. La bonne personne pour qui, à quel moment, dans quel contexte, encore une fois, tout le temps ou juste à un moment précis. La bonne personne, en fait, c'est ça, c'est chercher à correspondre à ce que l'autre attend de nous, potentiellement. Voilà. Ouais, exactement. En fait, c'est un sujet, moi, que dès qu'on me parle de ça, je vais être quelqu'un de bien, ça y est, je me transforme. Tu vois, t'as les poils qui s'hérissent aussi. Je suis pas bien, Ouais. je me dis, je vais être quelqu'un de bien, je me dis, pourquoi ? Parce qu'en fait, comme tu viens de le dire, le cadre de référence, c'est l'autre. Et quand j'accompagne des personnes, je leur pose toujours la question avant de commencer l'accompagnement, parce que comme ça, je peux voir où on en est. Est-ce que tu veux être quelqu'un de bien ou est-ce que tu veux être quelqu'un d'heureux ? Parce que le référentiel, il est différent là, tout de suite. C'est-à-dire que lorsqu'on veut être quelqu'un d'heureux, on travaille sur soi. On travaille sur ce qu'on peut comprendre, sur ce qu'on peut améliorer, sur ce qu'on peut modifier, sur ce qu'on peut accepter. Et le cadre de référentiel, c'est nous. Et le fait de toujours d'être dans cette quête d'être quelqu'un d'heureux, bien à un moment donné, ça va se répercuter sur un entourage. Et cet entourage va devenir le tien. Et donc, après, il y aura répercussion. Et c'est pour moi la manière la plus saine et humaine et écologique d'avancer, en fait. C'est-à-dire, tu t'occupes de toi, tu essaies de faire les meilleures choses pour toi, et à un moment donné, l'environnement, ça va rejaillir. Et là, si les autres te disent que t'es quelqu'un de bien, tant mieux pour toi. Mais s'ils te le disent pas, c'est pas grave. C'est pareil, c'est pas grave, puisque ce qui va compter, c'est où toi tu veux aller. Donc voilà pourquoi ça m'agace un tout petit peu. Ouais, je comprends. Moi, ça peut aussi m'agacer, ou en tout cas me poser question, parce que finalement, chercher à être une bonne personne, donc effectivement, on l'a dit, c'est la plupart du temps, ou dans 100% des cas, être une bonne personne dans les yeux de l'autre. Exactement. Donc le cadre de référence, effectivement, c'est l'autre. Mais surtout, si je cherche à être une bonne personne, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Ça veut dire que ça dénue ce que nous, on pense de nous. C'est que l'important, c'est l'autre. Il y a ça, et puis il y a surtout que si je cherche à être une bonne personne, c'est que je suis en train d'affirmer que je suis une mauvaise personne. Ouais. Vous écrivez: je répare une blessure quand j'accepte que je suis moi-même capable de faire à l'autre la pire chose que l'autre puisse me faire. Ouais, ça, c'était Réparer dur. ce qu'on a pu faire à l'autre nous répare. Je sais pas si c'est valable dans 100% des cas, parce que j'ai pas le don d'ubiquité, mais en tout cas, il y a une expérience que j'ai vécue qui m'a montré ça, où je me suis dit que vraiment, c'était une situation où ce qu'il semblait que l'autre avait ressenti de ce que j'avais fait, en tout cas, me paraissait improbable chez moi. C'est-à-dire que je me suis dit, mais non, mais je suis pas capable de ça, c'est pas possible, en fait, quoi. Et finalement, en fait, ça a débloqué la situation, vraiment, quoi. Donc, c'est aussi ça, hein, le travail, entre guillemets, hein, c'est vraiment cette humilité, quoi. À ce moment-là, en fait, quand on accepte d'être capable du pire, déjà, on ouvre la possibilité de faire de belles choses aussi. Et puis surtout, ça nous remet à une juste place. Ça nous remet dans une forme d'humilité, quoi. Alors, la peur d'aimer, beaucoup disent, enfin, certains disent, je veux pas aimer parce que j'ai peur de souffrir. Faut pas être vivant dans ces cas-là.
Alors là, on laisse un temps, voyez, un temps radio. Et donc la deuxième couche qui arrive. Mais moi je fais pas les couches, moi justement j'essaie d'aller à la couche, la première couche comme ça. On laisse le temps, le moment. Non mais en fait il y a Pourquoi l'amour c'est masochiste finalement? Non, je dis pas qu'en plus il faut souffrir pour être vivant ou qu'il faut souffrir pour être aimé, etc. Non, c'est pour construire sa sécurité intérieure. Mais alors là c'est pareil, hein. Moi voilà, mon postulat c'est qu'il y en a pas. On n'est jamais en sécurité. Jamais, ça n'existe pas la sécurité. On peut avoir l'impression de se protéger, ce qui fait qu'en plus on se coupe des autres. Il y a eu un cas. Il y a des gens, ils ont des couches. Hein. Il y a eu un cas. Ils sont blindés. Hein. Ouais, non, mais il y a eu un cas comme ça ce week-end. J'ai fait un atelier toute la journée. Et il y a une personne qui disait, bah voilà, moi, dans mon royaume, dans mon domaine, voilà, dans mon château, j'ai mis des grands remparts parce que j'ai souffert énormément une fois. Et du coup, le problème c'est que voilà, je me suis tellement protégé que je suis devenue d'une femme super indépendante, autonome. Je fais tout toute seule, etc. Je me démerde. Voilà, j'ai pas besoin des hommes, j'ai pas besoin des autres, etc. Mais je suis toute seule. Je lui dis, mais est-ce que tu es vraiment en sécurité? Elle me dit, bah oui, j'ai l'impression. Je dis, bah oui, mais si tu étais en sécurité, tu pourrais faire rentrer quelqu'un dans ta vie. Et là, elle a commencé à acheminer. Mais en fait, c'est une illusion, la sécurité. Vous pourrez mourir demain, vous pourrez mourir après-demain. C'est pas parce que vous êtes marié depuis 15 ans que votre femme ne peut pas vous quitter du jour au lendemain, ou avoir un AVC, ou se faire renverser dans la rue, ou vous tromper, enfin peu importe. En fait, on a besoin de fantasmer qu'on est en sécurité, ça oui. Parce que psychiquement, c'est insoutenable si effectivement on est entre guillemets à poil tout le temps et que voilà, on est extrêmement vulnérable. Mais voilà, je pense pas qu'il y ait vraiment de sécurité en fait. C'est pour ça que toutes les annonces pour votre sécurité, le truc du Covid ou dans les transports, ou pour votre sécurité, attention pickpocket, etc. Mais même si je fais attention, ça peut arriver en fait. On va terminer par un sujet aussi que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, c'est on ne quitte pas une relation ni quelqu'un. Qui c'est qu'on quitte? Non, mais il y a une suite. Oui. On quitte la personne. Ça, je me rappelle. On quitte la personne qu'on est devenu dans cette relation. C'est quoi votre question? Non, pourquoi finalement parce que bon voilà, j'ai quitté quelqu'un, j'ai tout perdu, voilà. Mais finalement, c'est pas ça qu'on. C'est pas la personne qu'on quitte. C'est ça que vous voulez dire. C'est pas qu'on ne quitte pas effectivement quelqu'un. Déjà, on quitte une relation. La personne ne nous appartient pas. Et la relation qu'on quitte, elle implique aussi effectivement la personne qu'on est dans cette relation. Mais ce qui veut dire que finalement, on se sépare de qui? On se sépare de la personne qu'on ne supporte peut-être plus être, ou on se sépare de la personne qu'on est devenu dans la relation, qui aujourd'hui constate qu'il y a peut-être des parts de sa vie qu'elle a mis de côté, ou qu'elle a oublié, ou qu'elle a plus vécu, et qu'elle a envie de revivre à nouveau. Et cette phrase, elle est extrêmement importante parce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé de quitter la relation pour changer. On n'est pas obligé de quitter une relation pour quitter la personne qu'on est devenu dans la relation. On peut aussi quitter la personne qu'on est devenu dans la relation, accéder à d'autres parts de nous, d'autres facettes, voilà, l'enfant, l'adulte, on s'en fiche, hein, après, peu importe qui c'est. Et c'est comme ça que les relations les plus, finalement, moi j'ai l'impression les plus intéressantes, les plus riches, sont celles dans lesquelles les personnes sont restées ensemble, mais où il y a eu plusieurs couples. C'est exactement ce que j'allais dire. Ce que moi j'adore dans le livre, c'est cette idée de plusieurs couples. Parce que ce qu'on nous vend tout le temps, c'est le couple Hollywood. On arrive, t'es beau, t'es jeune, t'as 20 ans et tu finis. Et vous êtes vieux, vous êtes toujours beau et vous avez eu les mêmes. En fait, c'est une ligne droite, comme on vient d'en parler. On a avancé. Et ce que j'ai adoré dans ce livre-là, c'est cette vulgarisation de choses que l'on connaît, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases dans un couple, par cette image de dire qu'il y a plusieurs couples. Et c'est important parce que lorsqu'on comprend ça, que dans notre relation à l'autre, eh bien, on va former différents couples, eh bien, on n'est pas cloisonné à une idée ou à une situation qui n'existe plus. Et ça permet à chacun d'entre eux, à chacun des membres du couple, d'avancer plus sereinement.
en fait, ça va, en fait. On est juste en train de former un autre couple. J'ai adoré ce moment. Vraiment. Merci. Bon, on n'a plus de temps pour parler de l'imago. Ouais, c'est dommage. C'était pour vous ça, Patrick? Ouais, c'était pour moi. Il y a trop de choses pour moi dans ce livre. Il y a beaucoup de choses. Il y a revenir. énormément de concepts novateurs. Mais en tout cas, les 21 peurs qui empêchent d'aimer, Angelo Follet, chez Albin Michel. On peut s'abonner à votre podcast également. Oui. Qui s'appelle comment? Balance ta peur. Voilà. Et également sur votre Insta. Qui s'appelle Balance ta peur aussi. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube puisqu'on a filmé l'émission. Yes. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.